qui est le professeur Pascal Thomas, qui, comme chacun le sait, est un des piliers de notre CHU, en particulier de l'hôpital Nord. On a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Il gère beaucoup de choses, et entre autres le bloc opératoire dans lequel l'ambulatoire et la RAC sont inscrits, à la fois dans le fonctionnement au quotidien, mais aussi dans les gros projets que nous menons. Il va nous présenter, si j'ai bien compris, sa propre expérience de la RAC. Oui, après, merci pour l'introduction. Après l'expérience d'un gros groupe privé, j'ai peur de paraître un petit peu amateur, mais je voulais simplement vous montrer comment ça s'était passé, non pas dans un CHU, mais à l'APHM. Je crois que c'est une notion qui est importante à avoir en tête. Et j'ai appelé ça contrainte et opportunité. Alors pourquoi ? Parce que souvent en médecine, les changements de mode, les changements d'organisation sont liés à des grands coups de pied aux fesses, des contraintes. Et nous, on en a reçu un assez monumental en juin 2010. On a quitté un hôpital à structure pavillonnaire, un bloc opératoire familial de 4 salles dont la gestion était relativement simple, pour rejoindre un bâtiment où tout était mutualisé avec des bâtiments neufs, un bloc opératoire de 24 salles centrales. Et puis, vous voyez, il a fallu qu'on s'adapte parce que dans le transfert, on avait perdu 30% de nos lits d'hospitalisation. Donc, la transition a été brutale. Comme vous voyez, la DMS a été diminuée par 2 en quelques jours. Alors, par contre, les opportunités, c'est aussi d'avoir un accès à un bloc opératoire où tout était conçu autour de l'imagerie, de la chirurgie par vidéo assistée. Et puis, quelques mois plus tard, grâce au dynamisme de nos urologues, est arrivé un robot qu'on leur a vite subtilisé, au moins en partie. Alors, c'est l'application en chirurgie thoracique. Je voulais vous montrer un petit peu la casuistique ou l'activité du service qui est ici à l'hôpital Nord. Il y a 1400 interventions par an. Il y en a 400 qui sont des interventions un peu indifférenciées, des porte-à-cas, des trachéotomies. Enfin bon, il y a 1000 interventions qui sont vraiment spécifiques à la chirurgie thoracique. Dans celle-ci, vous avez une quarantaine de transplantations pulmonaires, une centaine de chirurgies œsophagiennes pour cancer ou maladies fonctionnelles, soit une cinquantaine d'œsophagectomies, de la chirurgie pariétale, la traumatologie. Et finalement, ce qu'on a choisi de vous montrer ce soir, c'est essentiellement la chirurgie pulmonaire. Mais enfin, dans toutes ces chirurgies, on a, comme tout le monde, 3 parcours. On a un ambulatoire, vous voyez, qui est assez, on va dire, ridicule, puisque c'est 6% de l'ensemble du volume, c'est 60 par an. C'est vrai qu'on n'a pas été très courageux, on limite ça à des chirurgies relativement simples. Depuis quelques temps, on passe à la chirurgie transpleurale et on a fait première thymectomie en ambulatoire il y a quelques jours avec un bon résultat. On a une marge de progression, mais cette marge de progression, à mon sens, elle restera quand même dans la discipline assez limitée. Le parcours RAC, par contre, c'est 600 par an, 60% de nos malades. C'est pour la chirurgie œsophagienne, le reflux célio, par exemple. Beaucoup de chirurgie médiastinale, de la chirurgie pleurale relativement simple. Et puis, je vais vous prendre pour exemple donc les exérèses pulmonaires, en général pour cancer, par chirurgie minimalement invasive, puisque c'est le modèle qu'on a choisi. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, petit rappel, c'est quand même la chirurgie viscérale dont la morbidité et la mortalité est la plus lourde de toutes les chirurgies. Donc, ça a son importance. Alors, voilà comment ça commence et comment ça finit chez nous. C'est cette personne-là, qui est l'infirmière coordinatrice du parcours de soins, qui organise l'ensemble du système. Alors, comment on finance ça au CHU ? En détournant des fonds publics qui sont destinés à autre chose. Et Madame Gourgichan est financée à 100% par le plan cancer. Je vois qu'il y a Christine Barra dans la salle, mais elle le sait très bien. Voilà l'organisation du service. Alors, ça, c'est valable pour tous les parcours, quels qu'ils soient. C'est une l'idéocoordinatrice qui est au sommet de la pyramide. Le chirurgien, à la première consultation, il y a souvent plusieurs consultations, identifie le parcours. Et puis, en collaboration avec l'anesthésiste, va requérir un certain nombre de collaborations. Vous voyez, les diététiciennes, psychologues, gériatres, addictologues, pour arrêter de fumer, c'est très important. Et puis, il y a un partenaire dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, c'est l'assistante sociale. Et l'assistante sociale, c'est un élément majeur si l'on veut augmenter cette part d'activité chez nous pour des raisons, comme l'a évoqué Marc tout à l'heure, les modes de sortie. Parce que les modes de sortie,
L'idéal, c'est quand même le domicile, mais il peut y avoir dans certains cas, en particulier chez les gens âgés, la nécessité de SSR ou équivalent. Le chirurgien définit, alors pour la résection parenchymateuse, l'étendue de cette résection, résection lobaire ou infralobaire, la voie d'abord, mini-invasive ou non. Et en fonction de cela, l'anesthésiste définit une stratégie d'analgésie, enfin bien d'autres choses encore, bien sûr, mais ce sont les éléments les plus importants du parcours. La mobilisation précoce, c'est l'affaire de toute l'équipe, mais IDE, kiné, mais aussi les ASH. La sortie précoce pose des petits problèmes d'organisation. Je suis tout à fait d'accord avec le fait de dire que les secrétaires ont un rôle très important dans la réorganisation de la filière, les consultations précoces ou les réadmissions. Alors comment on a essayé d'organiser un petit peu les choses? On a un site internet. Pendant qu'on essayait de développer le site internet du service par l'outil APHM, c'était un petit peu long, ça prenait plusieurs années, donc on a fait appel à un prestataire privé et on l'a monté en 15 jours, dans lequel on a pu mettre un certain nombre d'informations qui présentent le service, sa situation, les numéros clés, puis un certain nombre de conseils consultables par les patients qui peuvent voir comment on arrête de fumer, comment ça se passe, comment marche la respiration, les principes de la kinésithérapie, qu'est-ce que c'est un cancer du poumon et comment ça va se passer. Alors, l'organisation, elle est commune en post-opératoire aussi, avec, ça vous le connaissez très bien, l'analgésie multimodale, la prévention des rétentions urinaires, la nutrition entérale précoce. Alors, à ce propos, petite chose très pratique de la vie réelle, j'en suis bien désolé. J'avais remarqué une des résistances qui était le fait de donner à manger très rapidement après le soir. On m'avait dit c'est pour éviter d'avoir à changer les draps parce que certains malades vont vomir. Alors j'étais assez en colère, je pensais que c'était de la mauvaise volonté d'une certaine partie du personnel et puis en fait en discutant avec elle, c'était une période où nous n'avions plus de draps à l'hôpital et que donc c'était un élément qui était un frein du parcours. La sélection, elle est très importante parce que je pense que la sélection des patients, c'est ça qui va faire la différence dans les parcours. Alors, on a 3 parcours bien identifiés. Le parcours RAC, ce sont pour les stades cancéreux localisés et une chirurgie minimalement invasive, c'est-à-dire sans contre-indication cette chirurgie. Il y a un parcours conventionnel, ce sont les exérèses standards avec un risque quand même d'élargissement la paroi au bronche ou au vaisseau, mais pas une évidence de ces élargissements. Et puis on a un parcours qu'on pourrait appeler gros de vie, c'est-à-dire bien sûr les pneumonectomies élargies, les œsophagectomies, pour lesquelles on reste sur un management très classique. Alors ces 3 parcours, ça correspond aussi en intra-hospitalier au fait que les gros de vie vont en USC et en réanimation, c'est là où l'essentiel se joue. Et puis en unité conventionnelle, on a à la fois des patients managés en RAC et puis des managés en parcours conventionnel. Alors la différence, peut-être que c'est un petit peu schématique, mais c'est bien pratique. La RAC pour nous, c'est que l'objectif, c'est la mobilisation précoce. Et bien sûr, la durée de séjour et la mode de sortie, c'est un indicateur. Le parcours conventionnel, l'objectif, c'est le contrôle de la douleur, et avec les mêmes indicateurs, mais c'est le contrôle de la douleur qui est important, avec un cahier des charges qui est celui-ci. Vous voyez qu'en gros, un parcours conventionnel, c'est 7 jours, avec quand même une admission à J-1, comme pour la RAC. Alors ça, c'est quelque chose aussi auquel on devrait penser, c'est qu'on peut réduire d'1 jour déjà en faisant l'admission le jour de la chirurgie, mais ça pose des problèmes quand même de personnel qui ne sont pas négligeables. Donc vous voyez que conventionnel, il y a une thoracotomie, il n'y a pas de dogme vis-à-vis du drainage, c'est 1 ou 2 drains selon la situation rencontrée. C'est une analgésie locorégionale par cathéter péridural, le plus souvent, qui est jusqu'au 5e jour post-opératoire. Ablation des drains, optimisation de l'allergie et, dans l'idéal, sortie J7 au domicile. La RAC, c'est la mobilisation précoce dès le J0, un seul drain, de la chirurgie minimalement invasive et une sortie à J4 pour le domicile. Alors, ça a vraiment, un petit détail qui en chirurgie thoracique a changé vraiment nos façons de faire, c'est la possibilité d'avoir un drainage aspiratif efficace, digitalisé, qui permet au patient, là c'est un J0, c'est l'après-midi de sa chirurgie. Vous voyez, le personnel effectivement n'a plus grand-chose à faire, puisque le malade se mobilise tout seul, et c'est vrai que ça, c'est assez étonnant et nouveau pour nous. Enfin, c'était nouveau pour nous. L'analgésie, la stratégie, vous la voici, bon là rien d'original, je vais peut-être passer là-dessus.
Petit point particulier, on a parlé beaucoup de relevés de données et d'indicateurs. C'est vrai que nous, on est très en avance dans la discipline, puisqu'on a un registre qui s'appelle Epitor, qui est actif depuis 2004, qui permet d'avoir en temps réel une comparaison de ses propres résultats avec ceux de la moyenne nationale, et que le retour d'expérience se fait comme ça, et on sait immédiatement si on est dans les clous ou si on en sort. Alors je vais vous montrer quelques résultats très courts. Donc en 22 mois, du 1er janvier 2016, ce sont les 500 dernières exérèses chez 497 patients, puisque 3 patients avaient eu une chirurgie bilatérale. Vous voyez que la majorité a un parcours RAC, 360 patients, un parcours conventionnel chez le quart, c'est le quart restant. Et vous voyez que les résultats, eh bien, c'est une moyenne d'hospitalisation de 6,4 jours en RAC et 9 jours en chirurgie conventionnelle. Alors plus en détail, finalement, 62% des malades étaient à l'objectif en RAC, en durée d'hospitalisation. 51 l'étaient en parcours conventionnel, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que 9%, enfin presque 1 sur 10 des malades en parcours conventionnel sont sortis quand même dans des durées extrêmement courtes de l'hospitalisation. C'est un bénéfice que l'on a remarqué sur le parcours conventionnel de l'implémentation d'un programme RAC. Alors les échecs, pour la RAC, eh bien, c'est la conversion en thoracotomie, c'est à peu près 10% chez nous, c'est un peu plus haut que la moyenne nationale. C'est aussi lié à notre caractère académique et au fait que les opérateurs VATS sont aussi des juniors, mais les seniors convertissent aussi assez largement. Vous voyez qu'on le paye en DHPO avec une médiane de 8 jours. Les complications grade 3 dans la classification de Clavien, c'est à peu près 8,3%. Là aussi, on le paye en durée d'hospitalisation avec une médiane à 10 jours. Et les sorties SSR, qui sont quand même un mode d'échec du système, le malade ne rentre pas chez lui, c'est presque 15% et avec une médiane de 8 jours. Les échecs du parcours conventionnel, eh bien, c'est des élargissements qui n'étaient pas prévus dans près d'un quart des cas. Là encore, avec une conséquence sur l'hospitalisation. Les complications grade 3 sont multipliées par 2. Alors, c'est difficile de comparer les deux populations, mais enfin, il y a 2 fois plus de complications grade 3 et plus. Et puis, une sortie de SSR, c'est à peu près dans le même range. Alors, quand on regarde les réadmissions, eh bien, on est à 5% pour le parcours conventionnel, un peu plus dans le parcours RAC, et ça nous préoccupe beaucoup parce qu'on avait fait un travail initial montrant que les réadmissions dans les 90 premiers jours étaient un facteur indépendant du pronostic de survie à 1 an. Donc on regarde ça de façon très près. Je vous dirai un peu ce qu'on a pensé à faire pour l'avenir. Les décès post-op, eh bien, vous voyez que 2,2% dans le parcours conventionnel, c'est inférieur aux données nationales, 1,1 dans le parcours RAC. Alors en synthèse, l'exérèse pulmonaire systématisée RAC, eh bien, la mortalité est faible puisque l'ensemble c'est 1,4%, 1,1 pour la RAC. Dans la RAC, le parcours RAC, 2 tiers des patients à l'objectif, quand même moins de complications extrêmement sévères, donc on a probablement pas mal sélectionné les patients et on les a pas trop mal pris en charge. Mais attention aux réadmissions, c'est un vrai problème, il faut vraiment regarder ça de très près. Et puis il y a un bénéfice sur le parcours conventionnel, puisqu'effectivement, on mobilise les malades dans la même chambre quand il y a quelqu'un qui a une thoracotomie et quelqu'un qui a eu une vidéo ou une chirurgie robotique. On les manage de la même façon. Il y a des gens qui sont tout à fait capables, après une thoracotomie, de partir vite. Bon, on leur enlève la péridurale plus vite que prévu, mais voilà. Alors les RAC en CHU ou à l'APHM, les obstacles. Alors on a parlé des bornes de masse. Il faut savoir que tous nos malades sont des bornes, des comorbidités de groupe 2 ou 3, voire 4, et que donc nous, l'abaissement dans l'absence de comorbidité de la borne de masse ne nous sert pas du tout, et donc on est financièrement pénalisé, et même le fait d'avoir moins de complications, c'est moins de rentrée d'argent, parce qu'on est pénalisé, parce que plus on est mauvais avec le système de la T2A, et plus on a d'argent. C'est fantastique, c'est français. Alors les indicateurs institutionnels sont archaïques et à l'origine d'injonctions contradictoires. L'exemple type, c'est à périmètre géographique constant, avec le même nombre de lits. Eh bien, si vous avez une DMS qui baisse, eh bien, vous avez un taux d'occupation qui baisse aussi. Donc, des fois, on vous gronde parce que la DMS monte ou parce que le taux d'occupation est insuffisant. Je crois que ça aussi, il faudrait les supprimer des tableurs Excel.
Les archaïsmes de la gestion des RH, oui, on est quand même dans le mammouth de l'hôpital public, avec le problème majeur de l'absentéisme et le problème aussi, les difficultés à changer les plannings pour faire en sorte que finalement le personnel soit réparti tout au long de la journée pour que le patient opéré en mini-invasif et dans un parcours RAC l'après-midi puisse être verticalisé à 20h ou à 21h comme il le devrait, pas simplement les gens du matin. Les métiers absents, coordinatrices, chaque fois qu'il y a un CREF ou un plan financier, on cible sur ces métiers-là, c'est une erreur. Les pratiques avancées qui vont être vraiment une niche pour ces parcours-là, les assistantes sociales. Et puis, il y a l'inertie. L'inertie, ça on le connaît dans plein de domaines, mais c'est vrai qu'un gros établissement, comme peut l'être un CHU, c'est difficile à bouger. Par contre, ça a des accélérateurs. L'accélérateur, la seule richesse, au moins de l'assistance publique au hôpital de Marseille, c'est son personnel soignant, c'est l'inventivité des médecins, l'adaptation surtout aux difficultés, et ça c'est vraiment très important. Et puis là, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais une autre opportunité, c'est quand vous avez des CREF et des copermos, c'est-à-dire qu'on vous explique que l'établissement est ruiné et qu'il faut une fois de plus faire un plan de sauvetage, eh bien ça force tout le monde à réinventer un cadastre fonctionnel, à rebondir sur les modes, à inventer des nouveaux métiers. Et ça, c'est quand même, je ne dis pas par ironie, je crois que c'est un vrai bénéfice. Et puis il y a les innovations. On vit quand même dans une période assez intéressante, et nous, ce qu'on va développer dès l'année prochaine avec un partenaire industriel, c'est le patient connecté, parce qu'effectivement, on a remarqué que il n'y a pas de relais véritablement de la médecine de ville actuellement. Il n'y a pas que des problèmes de financement, il y a aussi des problèmes de lien et de prise en charge de ces malades qui partent vite de l'hôpital. On n'a pas les moyens de les revoir en consultation très très vite, et donc on est en train d'inventer un système via des objets connectés qui pourront nous renseigner sur la température corporelle, la saturation, la fréquence cardiaque, la tension artérielle en continu, et pouvoir délimiter, avoir des alertes pour pouvoir voir ces malades plus vite. Bon, en conclusion, quel régal. Merci de votre attention. Bon, merci Pascal. On a peut-être le temps pour une question, s'il y en a une. En attendant que... Oui, pardon. Oui, première. Oui, j'ai juste... vous avez parlé d'échec de RAC parce que vous aviez une conversion en thoracotomie. Et donc, vous passiez à 8 jours. Mais s'il n'y avait pas eu la RAC, est-ce qu'il n'aurait pas été à 10 ou 15 jours? Donc, on ne peut pas considérer que c'est un échec de RAC en tant que tel. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, je crois que c'est un peu artificiel de parler de RAC, puisque vous avez vu, toute l'organisation du service a changé. Et à un moment, il faut s'accrocher à des définitions un peu schématiques. On avait dit, la RAC, pour nous, c'est la chirurgie minimalement invasive. Et donc, voilà, le fait de convertir, c'était pas ce qu'on avait prévu au départ, c'est tout. C'est vrai quand même que la durée d'hospitalisation est plus longue, parce que les conversions, on les fait pas pour faire joli. Il y a souvent soit un problème péropératoire, soit il y a une maladie qui est plus avancée. Et donc, le patient le paye quelque part un petit peu. Parce que c'est d'autant plus sur les patients lourds, compliqués, que la RAC va avoir un intérêt et un bénéfice. À la limite, c'est là où, d'autant plus, il y a une complication d'ailleurs. On peut imaginer, encore une fois, s'il y a bien eu une démarche RAC au départ, que s'il y a une complication péropératoire, parce que la RAC ne va pas protéger des complications péropératoires, ça permet au patient de récupérer plus vite aussi de cette récupération, même s'il va rester plus longtemps. Non, je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, je ne voulais pas montrer là, mais la caractéristique des patients en RAC était plus lourd que les patients en conventionnel, puisque la moyenne d'âge est plus élevée, l'index de comorbidité est plus élevé, le score ASA est plus élevé, et que donc le parcours RAC n'est pas défini vis-à-vis de ça, il est défini vis-à-vis de la chirurgie elle-même, de la voie d'abord, du fait que quand on est obligé d'ouvrir, l'objectif c'est contrôler la douleur, et qu'à ce moment-là, on en revient à des recettes qui sont la péridurale, etc., et qui ne permettent pas quand même, de façon très pratique, tout le temps et pour tout le monde, de les mobiliser précocement, alors qu'on peut avoir un malade qui a 3 ponts, qui a 3 ou 4 cancers en même temps, qui est BPC au dernier degré, qui a 40% de VMS, mais qu'on va faire en vidéo et qui aura un parcours RAC qui sera dehors 3 jours plus tard. Donc c'est vraiment ça qu'on a voulu définir, et les échecs, c'est plutôt les sorties du schéma, du parcours schématique. Bien, merci beaucoup. On va donner maintenant la parole à M. Ardouin, qui a été
directeur de la clinique de la Sauvegarde, clinique qui est bien connue pour avoir réalisé la première colectomie ambulatoire en France. Et on voit bien que là, sur certaines spécialités chirurgicales, il y a un continuum entre ambulatoire et RAC. Vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup. Je suis très honoré de partager la même tribune que tous les professeurs et docteurs émérites qui m'ont précédé. Alors, je vais tenter de vous faire part de mon expérience qui, depuis 2009, en effet, à travers 2 établissements, m'ont permis de mesurer un petit peu les effets sur le plan global de la mise en œuvre d'un projet médical de réhabilitation améliorée. Dans un premier temps, à la clinique de la Sauvegarde, avec en toile de fond le regroupement de 2 établissements sur le 9e arrondissement de Lyon. Et dans un deuxième temps, à la clinique Saint-Charles, depuis 2014, où, avec des médecins qui sont extrêmement motivés, puisqu'ils sont à la fois les médecins de l'établissement, mais aussi les propriétaires de l'établissement, ça change beaucoup de choses. En effet, on a essayé de faire la clinique de demain et de pousser le raisonnement jusqu'au bout sur certains points, et je vais essayer d'être extrêmement pragmatique dans ma présentation. Donc, je ne vais pas m'attarder longtemps sur le projet médical, c'est l'objet principal de la soirée. Simplement pour reprendre les propos de Madame la directrice de site, en effet, c'est notre finalité finalement d'établissement que de soigner bien des patients, et à ce titre, quand on voit les résultats produits démontrés scientifiquement par la RAC, on ne peut pas ne pas s'intéresser à une discipline qui finalement améliore la qualité de la prestation de nos établissements. C'est quand même notre vocation première. Alors sur la clinique Saint-Charles en particulier, quand je suis arrivé, on a mis ça en place en 2014, on a jeté au feu les mâts sérum, les anxiolytiques, on a coupé les vannes du protoxyde d'azote. On a commandé larga main nue les corticoïdes, les Game Ready pour pas faire de publicité pour la cryothérapie, la pressothérapie, et puis effectivement, quelques temps après, assez rapidement, des prothèses de genoux qui étaient extrêmement peu mobilisables à J0 se retrouvaient sur le point de partir, et là, je dois dire que le personnel soignant, toute la communauté de l'établissement est complètement bluffée par les résultats qu'elle peut elle-même obtenir en très peu de temps. Donc le projet médical, il est quand même extrêmement intéressant de ce point de vue-là, en tant que force mobilisatrice pour l'ensemble de la structure. C'est pas si simple, il y a aussi un projet infirmier à la clé. On a parlé à plusieurs reprises ce soir d'un chemin clinique qui part des consultations du chirurgien, qui se poursuit jusqu'à la récupération ad integrum du patient après son passage dans l'établissement. Donc ça nécessite de repenser l'organisation des soins en sortant des murs de l'hôpital, renforcer l'information au préalable, anticiper les suites du séjour, ça a été dit. C'est aussi une simplification des soins pendant le séjour. Et ces réflexions nous ont amené à quelques initiatives concrètes que je voulais partager avec vous. Donc concrètement, sur l'information du patient, on a mis en place une école d'apprentissage sur la clinique Saint-Charles des patients qui ont vocation à être opérés d'une prothèse totale de hanche et de genou, qui se tient régulièrement, tous les mercredis, tous les 15 jours, où les patients sont invités et à assister par une infirmière et un kinésithérapeute à un cours sur leur chemin clinique. C'est très important. On a également développé des supports pédagogiques plus adaptés que le traditionnel document bénéfice-risque qui se rajoute à celui du chirurgien, qui se rajoute au livret d'accueil, contenant parfois et souvent même des informations contradictoires. On a travaillé sur les appels de la veille, comme tout le monde, et tout ça, c'est un projet infirmier qui nécessite une application de la direction pour faire bouger les lignes. Pendant le séjour également, donc là on a réfléchi à ambulatoire, réhabilitation améliorée, quelle est la différence entre les deux. Et finalement on s'est dit il n'y en a pas, et donc on a poussé le bouchon jusqu'à définir une organisation soignante où tous les patients, quel que soit leur mode de prise en charge, dès lors que c'est de la chirurgie réglée,
rentrent 1 heure avant leur chirurgie dans la clinique, dans une unité spécialement conçue pour ça, dont l'occupation est échelonnée tout au long de la journée, et le rythme d'entrée des patients est parfaitement calé sur le rythme de déroulement du bloc opératoire. C'est une expérience très intéressante qu'on ne peut pas développer là, mais qui, à mon avis, va se généraliser à l'avenir en France. J'en veux pour preuve les propos de directeur ou de directeur adjoint d'ARS au cercle TOVA organisé par l'ANAP il y a quelques jours, qui disait que probablement dans l'avenir, les autorisations auxquelles nous sommes tous soumis, chirurgie ambulatoire versus chirurgie hospitalisation complète, avaient vocation à fusionner. Et dans ce contexte-là, effectivement, ça va induire des réorganisations qui vont aller dans ce sens-là, c'est fort probable. Je passe sur la simplification des soins, leur personnalisation, avec l'utilisation des scores de sortie, etc., qui nécessitent un investissement de l'encadrement infirmier de premier ordre. Et évidemment, après le séjour, l'organisation de la prise en charge par des appels du lendemain, les applications qui étaient évoquées à l'instant, on les a mises en place dans l'établissement également pour gérer ce que j'appelle moi le chemin critique. Il y a le chemin clinique qui est l'aspect organisationnel de toute la prise en charge depuis les consultations jusqu'à la récupération du patient, et le chemin critique, c'est tout ce qui est gestion du risque du patient sur toute la même période. C'est un projet de système d'information hospitalier aussi, la réputation améliorée, parce que on va avoir des systèmes d'information dont la cohérence est primordiale. Il faut une base patient unique pour que tous les modules se greffent de manière cohérente autour du patient, sinon on perd de l'information. On ne peut pas avoir une logique de flux sans avoir cette unité dans le système d'information dans l'hôpital. Et puis on va aussi couvrir, une fois de plus, avant l'hospitalisation et après l'hospitalisation. Donc il y a une intégration également à prévoir à ce niveau-là en termes d'interopérabilité, pour citer le terme administratif adapté. Et puis on va intégrer dans tout ça, on l'a dit, les nouvelles technologies de l'information. Donc c'est un projet informatique de système d'information qui est extrêmement important et souvent très restructurant pour les établissements. Alors là, c'est un projet important, c'est les ressources humaines. Alors on a pour habitude de dire que la réhabilitation améliorée, c'est lutter contre les dogmes qui font que nos unités de soins fonctionnent de manière quasi automatique, pilote automatique, avec des habitudes qu'il faut changer. Et pour ça, la formation est indispensable pour que l'ensemble des bonnes pratiques soient diffusées sur l'ensemble des personnels concernés par la prise en charge, et pas seulement quelques élus dans le personnel qui seraient chargés d'une démarche d'implémentation de la réhabilitation améliorée. Donc les plans de formation doivent intégrer tout ça annuellement. On a un volet de simplification des soins. On a parlé de lean management, on a parlé d'ordonnancement des patients. Tout ça vise à améliorer considérablement les conditions de travail. Et dès lors qu'on a des logiques d'organisation qui suivent le patient, on évite de mettre le soignant face à des contradictions dans l'organisation actuelle de l'hôpital, c'est-à-dire un patient à préparer pour aller au bloc, en même temps que des patients lourds dont il faut assurer la surveillance et ou les soins techniques. Donc tout ça c'est anxiogène, tout ça c'est des facteurs de risque, les RPS, les fameux risques psychosociaux, et ce sont aussi des projets de réhabilitation améliorée derrière qui visent à diminuer cette charge mentale et lutter contre ces RPS. Et puis, il y a un volet quantitatif et qualitatif, il y a des nouveaux métiers, il faut les prévoir. L'information donnée aux patients, elle existe déjà, elle est déjà donnée par les soignants, mais elle est donnée tardivement lorsque le patient est hospitalisé, généralement quelques heures avant sa chirurgie pour ce qui concerne la chirurgie. Ben là, cette information, on va la délivrer à un meilleur moment, on va la délivrer avant, mais ça va générer des nouveaux profils de soignants organisés différemment, et il y a de la formation à prévoir pour ça aussi, et des évolutions de profils à prévoir pour ça. Et l'aspect quantitatif, puisque en effet, les conséquences de la réhabilitation améliorée, et ça fera le lien après avec le financement, génèrent des diminutions de durée de séjour et des économies
d'heures de travail qui sont à anticiper et à gérer dans le temps. C'est aussi souvent des bâtiments qui ne sont pas adaptés. On a une structure traditionnelle, on va vers une structure de flux, donc il faut de la marche en avant, il faut intégrer dans le service dont je parlais tout à l'heure une logique de flux. Donc on n'est plus sur le modèle de la chambre à partir de laquelle tout fonctionne, mais on est sur une fonctionnalité. Là, vous avez la photo dans ma clinique d'un box dans lequel le patient attend son départ au bloc opératoire. Donc c'est intéressant parce que vous avez par exemple autant de box que de salles d'opération, donc il y a une véritable marche en avant. Mais c'est intéressant parce que vous voyez la décoration de l'endroit, c'est volontairement traité de manière apaisante pour générer un sentiment de rassurant, pour démédicaliser l'environnement et pour apaiser les patients. Donc du point de vue des schémas directeurs des bâtiments, il faut anticiper ça. Il faut anticiper aussi la baisse du coût des lits qui seront occupés et prévoir leur réaffectation. C'est un projet, on l'a dit aussi, de qualité, de gestion des risques et de management. Je repasse assez rapidement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a nécessité d'y revenir, d'évaluer sans cesse les étapes dans lesquelles on se situe pour progresser en permanence. Il y a nécessité de gérer a priori les risques. Qu'est-ce qui se passe si je sors un patient à J0 et qu'il va fistuliser à J5 ou à J6? Comment j'organise cette prise en charge? Donc on gère le risque aussi. C'est un véritable programme de gestion des risques a priori. On essaie d'éviter que ça se pose et on anticipe les techniques à conduire en cas de survenue. Et puis, évidemment, on est sur le travail en équipe qui a été tellement vanté jusque-là à juste titre. Alors, le projet économique, c'était un point sur lequel on était attendu. Là-dessus, je suis d'accord pour dire qu'il y a des investissements à programmer, de l'investissement en temps, de l'investissement en ressources nouvelles pour informer les patients, pour les former. Mais finalement, elles ne sont pas si nouvelles que ça, ces ressources. C'est juste que le temps de l'information, comme si on prend cet exemple-là, a été anticipé en dehors du séjour, mais il a été tronqué pendant le séjour également. Et donc, il y a une grande difficulté à changer de paradigme et à considérer qu'en même temps que l'investissement, il y a le retour sur investissement qui peut être obtenu. Alors, sur l'établissement que je dirige actuellement, on a modélisé un petit peu, ce sont des chiffres réels, mais que j'ai simplifiés par souci de clarté. On est passé de 65 lits de chirurgie orthopédique à 25 lits de chirurgie orthopédique. Et il a été dit que le taux d'occupation n'avait pas beaucoup de sens. Je suis absolument d'accord avec ça, parce que si je vous donnais le taux d'occupation des 25 lits, je crois qu'on pleurerait, quoi. C'est en dessous de 50%. On est passé à des taux d'ambulatoire qui sont proches de 80%. Avec des procédures type arthrodèse, type hernie discale, type prothèse totale de genou ou de hanche qui sont faites partiellement en ambulatoire. Vous pouvez conclure? Pardon. Ben oui, alors voilà, donc tout simplement, on a un principe un peu vertigineux où on a des recettes qui diminuent, on a l'effet tarifaire, je pourrais répondre à une question s'il y en a une sur les bornes basses. Il y a une baisse forte des recettes hôtelières, de chambres particulières, divisé par deux, forcément, on a divisé par deux la capacité, mais en effet, on a un retour sur investissement quasi immédiat par une gestion raisonnée des dépenses des charges de personnel. Donc c'est ma dernière diapo, et j'en resterai là. On dit souvent que la RAC, c'est une philosophie plus qu'autre chose. Pour moi, c'est bien plus que ça. C'est un projet stratégique qui mobilise tous les acteurs du soin, directs comme les soignants et indirects comme le management et toutes les fonctions transversales que j'ai citées jusque-là, autour de l'essentiel, c'est-à-dire le patient et ses besoins. Je vous remercie. Merci. À la RAC dans un établissement. Donc j'ai une spécialité en chirurgie colorectale, je vais essayer de garder une vision assez large, mais je risque de vous parler pas mal de chirurgie colorectale, et puis de prendre un peu de recul sur notre problématique de formation de chirurgiens qui certainement est en train de changer, mais dont on reste marqué, et il faut continuer de croire
au compagnonnage dans la formation chirurgicale, mais les effets éventuellement pervers du compagnonnage, c'est ce type de lutte interne que nous subissons entre nos habitudes versus l'innovation, les dogmes qui parfois s'opposent à la recherche clinique, le jeu au lieu du nous, et puis des mesures contraphobiques qu'on va prendre à la fin d'une intervention difficile, alors que l'évidence-based médecine, bien sûr on peut parler des drains, va vous dicter l'inverse, et il y a même dans des essais randomisés récents des exemples criants. Alors, Marc, tu m'avais demandé quelle est la place du chirurgien. Je ne l'ai pas mis au centre par souci d'ego, mais avec l'expérience de la mise en place de la RAC depuis 2 ans à l'Institut, on prend conscience d'une chose, c'est que si on se relâche un petit peu, il y a un effet de relâchement quelquefois, et parfois c'est le chirurgien qui se relâche, il se dit bon ça va, tout marche, tout tourne, je vais relâcher un peu ma pression dans mon investissement en la RAC, et clairement, peut-être un petit peu plus dans le sud de la France, la relation chirurgien-patient est quelque chose d'assez serré, et le patient va probablement suivre de façon assez marquée l'investissement du chirurgien dans certaines dispositions. Si le patient ne sent pas qu'il y a une conviction absolue du chirurgien dans la RAC, ça ne va pas fonctionner. J'en ai fait l'expérience personnelle ces derniers mois. Donc je pense que ça, c'est un élément essentiel. Ensuite, pardon, j'ai forcément oublié quelques éléments de la structure. Et pardon, j'ai oublié les infirmières et le personnel de l'ensemble des unités de chirurgie, qui évidemment a un rôle essentiel, en sachant, à mon sens donc, on doit maintenir un rôle central du chirurgien, pas uniquement d'opérateur et de recruteur, dans ce dispositif RAC. Alors ensuite, pour parler des items RAC, peut-être un peu plus dans mon domaine de la chirurgie digestive, finalement beaucoup de choses, et merci Monsieur Slim, avaient été écrites depuis longtemps et depuis avant qu'on parle de la RAC. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais finalement, le respect de ces recommandations était probablement faible jusqu'à ce qu'on parle de la RAC. Mais vous voyez que finalement, si on reprend nos recommandations de chirurgie digestive, dès 2005 et probablement même avant, si on regarde les recommandations concernant le drainage, concernant la préparation digestive, concernant l'immunonutrition et même la réalimentation précoce, et souvent avec des hauts niveaux de preuve, des grades A un peu partout. En 2005, beaucoup de choses étaient déjà écrites, et par curiosité, je me suis replongé dedans il y a peu de temps, et je me suis aperçu qu'en fait, simplement, le respect de ces recommandations était relativement faible. Le mérite de la RAC, c'est peut-être de les relancer et de les appuyer un petit peu plus. Mais finalement, ça n'est pas une révolution typiquement RAC, c'est des choses issues de l'evidence-based, mais qui sont des éléments modernes, mais qui doivent être bien sûr intégrés dans la RAC. Alors ensuite, si on approche un petit peu plus notre problématique de chirurgien, on s'est de façon plus ou moins précoce intéressé à la problématique de la chirurgie mini-invasive, avec évidemment un défi technique qui attire certains, qui a tendance à inquiéter d'autres, mais il est clair que quand on parle de mini-invasif, c'est dans beaucoup de domaines, et puis à l'heure actuelle, ça dépasse le concept purement chirurgical. À l'Institut, on a essayé de regrouper ça sous une unité qui pour le moment n'est pas strictement fonctionnelle, mais qui, vous voyez, associe non seulement les chirurgiens, mais également nos collègues radiologues, gastro-entérologues, avec des métiers qui, sur un plan technologique pur, se réunissent autour souvent des mêmes patients et avec des discussions autour des indications. Alors pour parler de la plus emblématique et de la plus ancienne de notre discipline mini-invasive, la cœlioscopie, finalement, depuis en une quinzaine d'années et à travers au moins 3 essais majeurs de grande envergure, la démonstration du bénéfice de la cœlioscopie dans le cancer colorectal, ma spécialité, sur les résultats à court terme, elle est faite. Et la démonstration que son association à la RAC reste valide. Je vous présenterai tout à l'heure quelques résultats sur notre expérience à ce sujet. Et l'autre élément, c'est qu'elle n'impacte pas de façon défavorable, sans pour autant montrer des avantages nets, sur l'efficacité, c'est-à-dire le contrôle oncologique. Elle a pourtant ses limitations, ça faut en être conscient. Si on regarde les vrais chiffres, alors c'est des chiffres qui datent un peu, pardon, mais on n'a pas réactualiser ces données de PM ici à ma connaissance, mais vous voyez qu'en France, la diffusion de la cœlioscopie reste limitée. Un tiers des procédures en 2007, certes, il est probable que ça se soit un peu développé. Et puis l'autre limitation, c'est qu'il y a un investissement nécessaire, y compris dans un centre de haut volume. Vous voyez qu'il faut 20 à
presque 70 procédures en fonction des études pour stabiliser ces résultats. Et le deuxième paramètre de cet apprentissage, c'est qu'il se porte très souvent, non pas sur des critères mineurs type durée opératoire, mais sur la morbidité post-opératoire. Là, c'était une étude sur la chirurgie du rectum. Donc la cœlioscopie nécessite un investissement spécifique. Et puis au-delà de la cœlioscopie, l'industrie nous apporte toute une série de moyens qui posent un problème, parce que ces moyens sont mis à disposition de façon explosive et rapide. Et bien évidemment, quand on a des nouveaux moyens, il faut être capable d'en évaluer l'efficacité, le rapport coût-efficacité, la pertinence dans leur usage. Et il est vrai que tous ces moyens-là que vous voyez, qui sont apparus sur cette courte décennie, ne sont pas tous évalués au même niveau dans leur efficience. Alors, on peut retenir ce qu'on appelle le concept de la low impact laparoscopie, avec bien sûr limiter encore plus l'agression pariétale, utiliser des petits trocars, mais de façon un peu plus intéressante, parce que ça c'est un domaine qui est partagé avec nos collègues anesthésistes. Mieux réguler, puisqu'on utilise un pneu-péritoine pour faire une cœlioscopie, mieux réguler ce pneu-péritoine qui, avant, avec des insufflateurs anciens, fonctionnait par à-coups, et en même temps d'une régulation meilleure, diminuer la pression intra-abdominale tout en restant dans des conditions de travail optimales. Donc je passe sur le fonctionnement de ce dispositif, avec un niveau de preuve qui d'ailleurs pour le moment est limité, si ce n'est sur la problématique des douleurs post-opératoires, mais dans des procédures qui ne concernent pas encore la chirurgie colorectale, et puis d'autres moyens qui sont en cours d'évaluation, qui sont certes intéressants. Chaque moyen cible une problématique spécifique. L'abord transombilical, vous voyez, qu'on appelle monotroca pour une chirurgie qui reste limitée, type colectomie droite. Au-delà de l'aspect cosmétique, qui bien entendu est relativement convaincant, probablement cible la douleur post-opératoire de façon encore plus sensible que la cœlioscopie traditionnelle. Pour la chirurgie du rectum, vous voyez qu'on développe le concept qu'on appelle NOTS, qui consiste à utiliser pour une partie de l'intervention les orifices naturels, là en l'occurrence le canal anal, pour réaliser une ablation du rectum de façon conservatrice, en terminant l'intervention par la réalisation de l'anastomose. Et cette approche est combinée avec une approche cœlioscopique traditionnelle. Là aussi, les évaluations sont en cours pour ces techniques prometteuses, où la moitié de l'opération va être utilisée sans pneu-péritoine, puisqu'on réalise une dissection dans un espace qui est rétropéritonéal, et les anesthésistes pendant cette procédure nous disent la première partie de la procédure est extrêmement bien tolérée par le patient, la nécessité d'analgésie profonde est très limitée, donc on est certain qu'on impacte favorablement le déroulement péropératoire. L'avantage sur le post-opératoire reste à démontrer. Et puis j'ai retenu, et ça c'est du feedback chirurgical qu'on a sur la RAC. Vous savez que la colectomie droite est une intervention souvent marquée par un ileus post-opératoire plus marqué. Une des réflexions possibles de ce feedback apporté par la RAC, c'est modifier nos techniques, réaliser une anastomose intracorporelle, et là on utilise un dispositif de robotique, tout en bénéficiant d'une visualisation optimale grâce à ce type de système. Mais là encore, la démonstration du bénéfice n'est pas encore claire. Alors, quelques diapositives sur notre expérience de la RAC à l'Institut, en sachant que grâce à notre adhésion au protocole GRACE, on a bien compris qu'il faut donner un top départ, c'est essentiel pour l'adhésion de l'équipe, donc c'est ce qu'on a fait en janvier 2016, et on a comparé donc 2 périodes avant-après RAC, en sachant que cette comparaison, elle a des aspects pratiques qui font qu'avant RAC, c'était déjà un peu la RAC. Pourquoi ? Parce qu'on adhérait déjà à un certain nombre de principes. Donc vous voyez 2 groupes relativement homogènes sur leurs caractéristiques sociodémographiques. Et puis si on regarde ces fameux critères d'adhésion, c'est-à-dire ce qui marque la compliance à la RAC, j'ai divisé la diapo en 2 parties. Ce qui était d'emblée déjà assez présent dans nos pratiques, avant RAC en bleu foncé, et puis ce qui a nécessité un vrai investissement au top départ de la RAC. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'items, en particulier chirurgicaux, qui d'emblée étaient présents, mais en même temps, c'est peut-être ceux-là sur lesquels on a eu du mal à faire vraiment mieux à l'introduction de la RAC, et je dirais qu'il y a encore quelques progrès à faire. Et à l'inverse, il y a des items, mais là c'est assez souvent la prescription de xylocaïne péropératoire, qui marque bien entendu un vrai changement de pratique sur le plan de la gestion anesthésique péropératoire, où là il y a eu un bond en avant extrêmement important pour information. Donc on considère que quand on est à 80%, on atteint une compliance qu'on peut considérer comme satisfaisante.
Donc, résultat avant-après, pour la petite histoire, on avait fait une analyse intermédiaire avec moitié moins de patients et on était un petit peu déçus parce qu'on n'avait pas d'avantage sur la morbidité globale, qui est le critère numéro 1 de jugement du bénéfice RAC, avec une petite particularité pour ce travail, c'est que tous ces patients avant-après ont été opérés par voie cœlioscopique. La question étant, finalement, on veut travailler pour les anesthésistes et leur faire plaisir et leur dire, voilà, tous nos patients sont opérés depuis une longue période par cœlioscopie, on veut évaluer le bénéfice pur de la RAC, indépendamment de la problématique de la voie d'abord, après son implémentation. Vous voyez qu'à 160 patients, ça y est, ça émerge sur la morbidité globale. Comme dans la littérature, c'est essentiellement sur les complications mineures qu'on a un avantage net, et par voie de conséquence sur la durée de séjour avec une TMS qui diminue de 2 jours et un taux de réadmission qui certes augmente un petit peu, il y a une petite tendance, mais qui reste non significative et qu'on peut considérer acceptable. Donc c'est toujours intéressant dans nos auto-évaluations et nos réunions RAC en interne de regarder ce type de situation, c'est-à-dire les réadmissions, réhospitalisations non programmées, parce que c'est là qu'on peut faire des progrès, c'est d'une certaine manière un apprentissage de la RAC, et vous voyez que en termes de consultation, voire de réadmission, il y a une bonne partie des situations qui auraient pu être gérées de façon ambulatoire sans réhospitalisation. Alors c'est juste pour dire qu'il y a des patients qui n'ont pas été dans la bonne case, entre guillemets, dans la gestion du problème, et qu'on aurait pu le faire différemment. Et ça, c'est des enseignements toujours intéressants. Alors j'ai retenu 2 situations qui recouvrent ce qui est donné dans la littérature. C'est que finalement, si on considère les patients avant et après 70 ans, on s'aperçoit que le bénéfice, entre guillemets, de l'introduction de la RAC semble, il faut faire une analyse en multivarié qui est en cours pour s'en convaincre, mais vous voyez que la tendance du bénéfice de la RAC est plus nette chez les patients de plus de 70 ans, avec une réduction de morbidité qui est de plus de 70%, contre 44% pour les plus jeunes, et une réduction d'hospitalisation. Et le deuxième élément, c'est les patients dits fragiles, ASA 3-4 versus 1-2, mais la tendance est à peu près la même, avec certes une réduction de morbidité chez les patients ASA 1-2, mais qui est encore plus creusée chez les patients ASA 3-4. C'est des données qui ressortent dans la littérature moderne, mais c'est bien le signe que la RAC ne violente pas les patients âgés ou fragiles, au contraire, elle est clairement plus bénéficiaire encore chez eux. Donc pour conclure, c'est une conclusion très bateau de notre expérience, c'est que malgré, y compris quand on est convaincu de longue date de l'approche cœlioscopique, il faut embrasser les protocoles RAC parce qu'il y a un bénéfice supplémentaire à attendre, mais que l'adoption stricte de ce type de protocole est essentielle pour obtenir un succès, ça on l'a récemment mesuré, que la RAC impacte au moins aussi favorablement les sujets âgés que non âgés, les sujets fragiles que non fragiles, au moins autant. Et puis que la RAC après colectomie, mais ça, d'autres orateurs qui ont l'expérience que nous n'avons pas à ce jour, est à la fois une étape et un passage obligatoire, et en même temps une composante de la colectomie ambulatoire. Alors derrière, j'ai 2 diapositives, mais je pense que vous allez nous présenter les résultats de la sauvegarde sur les colectomies ambulatoires, donc, parce que Benoît Geniot me les a envoyés hier. Mais bon, je me permets donc de les montrer parce que ça a été rapporté au dernier congrès de chirurgie, c'est absolument convaincant. Et si on regarde les taux de réadmission en particulier, on est absolument convaincu, c'est une étude importante, c'est 157 patients, mais c'est très sélectionné, c'est 30% de la cohorte de colectomie élective dans la même période faite sur les 2 établissements. Et clairement, les consultations non programmées de 20% débouchent en fait sur des choses mineures, avec uniquement 4% de réintervention et surtout une mortalité nulle. Donc c'est des résultats préliminaires, mais extrêmement convaincants. Voilà, je vous remercie. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Un commentaire peut-être? Oui, il y a un commentaire au premier rang. Juste pour compléter ces dernières diapositives sur la série de la sauvegarde, en 2017, c'est 50% de nos colectomies qui sont en ambulatoire. Juste une petite question, parce que encore une fois, le sujet, aujourd'hui, c'est pas tellement l'ambulatoire, c'est surtout la RAC. Et on est bien d'accord qu'il y a un continuum entre les deux et que c'est pas du tout exclusif. Hein. C'est pas du tout pour limiter le débat, c'est juste que c'est important d'avancer là-dessus.
J'ai trouvé extrêmement intéressant le point, mais tu l'as bien expliqué, mais je préfère le redire. En gros, c'est pas parce qu'on est comme M. Jourdain, on a l'impression qu'on fait de la RAC parce qu'on suit quelques recommandations. En fait, c'est totalement insuffisant. Il faut vraiment rentrer de plein pied dans une vraie organisation. Et c'est vraiment ce différentiel que tu as ressenti. C'est bien ça ce que tu as voulu nous dire. Oui, je dois reconnaître humblement que j'étais peut-être le premier à ne pas croire vraiment, entre guillemets, à tout ça. Et que ça induit une nouvelle culture de travail. Alors on n'a pas toujours le temps d'être présent aux réunions, mais il faut se donner le temps de le faire. C'est hyper enrichissant pour soi-même et c'est vrai pour l'ensemble d'une équipe. Donc voilà, moi je reviens avec beaucoup d'émotions à l'hôpital Nord où j'ai vécu 3 ans à l'internat, il y a longtemps. Mais ce qui m'a marqué, comme nous tous internes à Nord, c'est cet esprit de solidarité dans les équipes, de haut en bas. Hein, voilà, donc à ce titre-là, et malgré parfois des problèmes de moyens, je pense que voilà, la RAC à Nord, ça doit marcher. Je voudrais dire un mot là. On voit bien qu'il y a une dualité RAC ambulatoire, pardon, et que sur certains actes chirurgicaux, vous venez de le dire, un malade sur 2 relève maintenant, alors que c'est de la chirurgie lourde, hein, d'ambulatoire. Ça fait maintenant 2-3 ans que dans mon hôpital, on a créé une unité d'une nuit post-opératoire, polyvalente, qui ne dépend pas d'un type de chirurgie. Et moi, je crois quand même qu'il y a de la place pour une nuit post-opératoire quand on commence à aller vers des actes lourds. Alors, la colectomie est un peu à la frontière de ça. Et je pense qu'une nuit pourrait régler beaucoup de problèmes vis-à-vis des patients, mais maintenir quand même une durée d'hospitalisation extrêmement courte. Tu veux intervenir peut-être ? C'est pour confirmer le problème, lutter contre cette dichotomie ambulatoire-RAC. En fait, ce qu'il faut faire, c'est fixer des critères de sortie et assurer un suivi post-hospitalisation. Et si on a ça, on est protégé. C'est-à-dire que le malade remplit les critères à J0, il sera J0, il est rempli à J1, il sera J1, il est rempli à J5, il sera J5. Il est rempli à J15, il sera J15. Donc c'est ça. Et donc ça évite cette dichotomie ambulatoire-RAC. Et j'insiste sur le suivi post-hospitalisation qui doit être bien formalisé. Alors, vous voulez faire un commentaire? Non, juste, comme on est censé faire des petites discussions à la fin, mais comme souvent les discussions à la fin, elles n'ont plus lieu parce que c'est un peu tard, et qu'on a tenu les délais, moi je voudrais juste, je vais peut-être me faire le porte-parole de Pascal Thomas, qui a ébauché sur le fait qu'on a quand même le projet sur Nord de faire un petit peu ça, c'est-à-dire des unités dans lesquelles il y aurait un continuum entre de l'ambulatoire très court et de la RAC un petit peu plus longue. Je crois que ça, c'est le premier point. Et je crois que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose, une chose à laquelle moi, au départ, j'étais pas convaincu, un peu comme Bernard. Mais en fait, on se rend compte que peut-être ces unités-là, elles auront beaucoup plus d'intérêt, puisqu'elles vont concentrer un certain nombre de moyens, en kiné, etc., et de manière. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans d'autres établissements ou pas? Est-ce qu'il y a des expériences là-dessus? Oui, ça existe à Cochin. Ils ont créé une unité RAC, en quelque sorte. Mais moi, je lutte contre cette idée-là. Pour moi, créer une unité RAC, c'est punir les malades qui ne sont pas dans cette unité. Or, la RAC doit être les soins normaux quotidiens. Donc, si on fait en fait de la médecine fondée sur des preuves, on fait au moins 60% de la RAC. Donc, il ne faut pas créer ces unités comme les unités ambulatoires. Il faut que ce soit les soins quotidiens à tout le monde, qu'ils soient vieux ou pas vieux. On avance. Oui, mais pour répondre à ça, il y a une période intermédiaire pendant laquelle effectivement le nombre de lits va drastiquement diminuer, où effectivement il n'y aura plus que des malades extrêmement lourds, avec des chirurgies un peu compliquées. Effectivement, ce nombre de lits va tendre à diminuer, mais est-ce qu'il n'y a pas la place quand même pour une période intermédiaire pour laquelle justement, même si de la RAC est fait dans l'ensemble des services, et je suis entièrement d'accord avec ça, en même temps, on créerait une dynamique supplémentaire dans des unités un peu dédiées. Je ne partage pas cette vision. C'est-à-dire que ça exclut certains personnels de ce programme-là, alors que le personnel doit s'approprier ce programme de manière globale au niveau. Ça doit être un projet d'établissement. C'est-à-dire que tout l'établissement doit s'y mettre. Qu'on le fasse à 40% dans un service et à 80% dans l'autre, c'est pas le problème. Le service où on fera 40% arrivera à 80% dans 2 ou 3 ans après. Mais il faut pas dire ces malades-là ou ce personnel-là ne participe pas au programme RAC. C'est mon avis. Non, mais bien sûr, mais il y a sûrement des éléments qui dépendent de
l'établissement, de son organisation, de sa direction, des réalités économiques. On a parlé tout à l'heure de l'argent qui a été perdu à un moment, qui a sûrement été rattrapé après. On a parlé du taux d'occupation, on a parlé de tout ça. Donc il faut aussi qu'on prenne en compte tous ces éléments-là pour monter le programme. Et après, chaque établissement trouve sa meilleure solution. Mais tout le monde y viendra, c'est évident. Je veux dire, c'est qu'une question de mois ou d'années. Hein. Bien, on va donc passer maintenant la parole.